Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis Chélie et ici on parlera de toi, de moi, de nous, de vous, bref, de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Point de Connexion. Aujourd'hui je reçois ma toute première invitée, ma copine Sandrine. J'aimerais discuter avec elle de la place qu'occupent ses origines congolaises, belges et plus encore dans sa vie quotidienne. Des 90s baby aka les millennials que nous sommes, de la place que nous nous faisons dans cette société et de l'influence qu'ont nos origines, nos racines et du coup l'éducation de nos parents dans nos décisions aujourd'hui. Je vous souhaite une belle écoute. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous présente ma chère et tendre et unique Sandrine, aka Sandy pour les intimes, aka Poesy Event. Bonjour madame. Bonjour. Comment tu vas? Ça va super. Écoute, ça va là. Enfin super, c'est un grand mot. Il fait pas très beau. Je sais pas quand sortira cet épisode, mais là, l'été est en train de se finir officiellement. Et je sais que toi, l'automne, ça ne te dérange pas, mais moi, j'en ai horreur. Donc là, ça va. Je suis en train de dire un peu adieu au beau temps. Et donc voilà, c'est tout un état d'esprit qui va avec pour moi. Donc ça va, globalement ça va, c'est juste... Toi t'aimes les vêtements de l'automne, c'est ça? C'est ça. Globalement, l'automne, moi, c'est juste pour les bottes. Hein. Mais je savais que c'était ça. Moi, c'est juste pour ça, c'est tout. Et donc voilà. Je suis en train de faire mon deuil du soleil et ça me rend triste, donc j'essaye de pas trop déprimer par rapport à ça. Mais sinon, en dehors de ça, tout va très bien. Et toi, Chélie? Écoute, moi, à l'heure actuelle où on est en train d'enregistrer ça, j'ai le côté gauche de mon dos qui est bloqué. Écoute, la vie, la fatigue, l'approche de la trentaine, je ne sais pas comment qualifier ça. Mais voilà, écoute, on est là, on reste dans la positivité. La bouillotte est là, à l'ancienne, hein, écoute. Les remèdes, voilà, les remèdes de maman sont toujours présents, donc moi, ça va. Globalement, ça va. Et moi, l'automne, ça me va si je peux rester à l'intérieur, faire mes petits repas à l'intérieur et être sous le plaid, c'est bon. Boire du thé, regarder tes Exactement, séries, c'est ça. exactement, voilà. Enregistrer des podcasts. Exactement. Et d'ailleurs, tu es ma première invitée et je suis très très contente que tu le sois. Pour ceux qui écouteront, Sandrine est non seulement ma première invitée, mais est aussi mon bras gauche pour mon mariage, une de mes demoiselles d'honneur. Donc forcément, c'était une évidence pour moi de t'avoir comme première invitée. Je suis hyper honorée d'être ta première invitée. Invitée tout court, mais la première. Oh voilà, excusez-nous. Alors, Sandrine, je vais faire un petit topo quand même pour que les gens sachent voilà, comment on s'est rencontrés, comment on s'est connus. Alors, Sandy et moi, on s'est connus. On s'est connus à l'IEX, parce qu'on a fait l'IEX toutes les deux. Et je crois que c'était en deuxième, troisième, quelque chose comme ça, tu sais bien, on sait plus. C'était en deuxième. C'était en deuxième bachelier. Ouais, c'est ça. Donc je pense que, et je me souviens très bien, on était au cours de critique de l'infocom ou un truc des genres, ou info politique, ou je sais plus quoi. Bref, les trucs où tu dois critiquer comment les politiciens parlent. Et du coup, je pense on s'est rencontrés là. Et j'avoue que moi, je t'avais déjà vu dans l'auditoire. J'ai vu Sandrine monter dans l'auditoire plutôt, avec des tresses roses bonbons. Et je me suis dit, mon Dieu, un charisme, comment c'est possible? J'étais dans une phase très pop culture. Ouais. À ce moment-là, j'ai eu les cheveux mauves, roses. Non, je m'exprimais de manière capillaire. Ouais, écoute, C'est une belle expression. Mon moyen d'expression à l'époque. Ouais, bah écoute, voilà, donc moi je me suis dit, waouh, c'est trop cool. Surtout qu'à l'époque, j'étais enfin, je suis de base timide, mais enfin, pas extravertie. Donc j'étais très, waouh, c'est trop beau et tout. Et bah bref, en soi, c'est à partir de ce cours-là, de critique de l'infocom, qu'on est devenus copines. Et bah depuis, il s'en est passé des choses, hein. Depuis, on a eu notre diplôme, tu t'es mariée, t'es devenue maman, j'ai fiancé, je vais me marier, enfin bref. Je vais devenir maman. Non, je rigole. C'est comme ça que tu nous annonces, tu vois. Voilà, je l'annonce comme ça, bienvenue.
Non, mais voilà. Donc, Sandrine, comme tu es ma première invitée, j'ai expliqué comment on s'est connus, mais j'aimerais que toi, tu m'expliques qui tu es et surtout que tu m'expliques par rapport à tes origines. Qui es-tu, Sandrine? Alors, moi, je m'appelle Sandrine, comme tu l'as déjà dit. Mon premier prénom, c'est Chenda. On a l'habitude de m'appeler Sandrine, mais la vérité, c'est que je m'appelle Chenda. C'est le prénom de mon arrière-grand-mère du côté paternel, Mhm, que mes parents ont décidé de me donner. mhm, J'ai connu la signification. Ah, j'ai connu la signification. mhm. Et je l'ai appris par moi-même, hein, mais je vais essayer de te dire ça Ouais. au courant de l'épisode Mhm, si je le retrouve. Du coup, voilà, je m'appelle Chenda Sandrine. J'ai 30 ans. Je suis d'origine. Alors, mon papa. Ça doit toujours commencer par. Alors, Alors, 2 points, ouvrez les guillemets. c'est ça. Mon papa est d'origine congolaise, Mhm, Moulouba. mhm, Et alors, ma maman est à moitié angolaise, à moitié portugaise. mhm, Donc, ça fait de moi une carteronne d'origine congolaise, portugaise et angolaise. Après, je suis de nationalité belge. Je suis née en Belgique, à Bruxelles. Je me définis comme étant belge. mhm. Et justement, vu que tu as plusieurs origines, est-ce que Mhm. ça a toujours été une évidence? Est-ce que, ou bien tes parents te t'ont fait asseoir et t'ont dit, bon, voilà, toi, tu es ça, 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 papa et maman sont ça, 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 ou alors ça a toujours coulé de source et c'était pas, enfin, tu l'as toujours su, en fait, ou il y a eu un moment où on te l'a expliqué, ou d'où tu venais, comment, etc. Mhm. Écoute, j'ai toujours su que je baignais dans une culture mélangée parce que ça se voyait déjà physiquement parlant. Moi, j'ai la peau noire, mais déjà ma maman est métisse, enfin d'apparence métisse, donc elle a la peau plus claire. Mhm, Donc ça se voyait déjà qu'il y avait un mélange. Après, du côté de ma maman, ce sont des Portugais et des Angolais, mais qui ont vécu et qui ont grandi au Congo. Donc on parle le Lingala dans la famille de ma maman aussi. Donc tout le mhm, monde a toujours parlé Lingala. J'ai pas été élevée dans une partie de ma famille où ça parlait portugais. mhm. Par contre, j'ai toujours su qu'il y avait un mélange. J'ai toujours su que je venais de plusieurs horizons différents, parce que, comme je te le disais, donc ça se voyait. Rien que pour ça, ça se voyait. Surtout, mes oncles et mes tantes du côté de ma maman il y a vraiment des teintes de peau très très claires. Et surtout, mon grand-père que j'ai connu, mon grand-père maternel était blanc. Donc du coup, je crois je l'ai toujours Mhm. su, on me l'a pas réellement expliqué comme ça. J'ai toujours su que j'avais du sang portugais, mais je savais pas trop d'où ça venait, à quel pourcentage c'était. J'avais du mal au début à répondre à la question quand on me demandait de quelle origine j'étais. Je savais qu'il y avait du sang qui coulait. Je me suis toujours définie comme noire, mais je savais que j'avais du sang blanc quelque part aussi, et je savais pas trop dire d'où il venait, même si je voyais des différences de couleur au sein de ma propre famille. À quel moment tu t'es dit, ou tu t'es défini, tu t'es dit, bah voilà, moi, je suis ça. Est-ce que ça a toujours été une évidence quand tu étais petite, ou bien c'est vraiment devenu à l'âge adulte où tu t'es dit, bah en fait, je suis ça, et voilà. Non, c'était loin d'être une Mhm. évidence. J'ai un souvenir assez lointain. Je sais pas dire quel âge j'avais, mais ça devait dater de l'école maternelle. Mhm. Donc je devais avoir entre 3 et je sais pas 5 6 ans, je sais pas jusqu'à ouais, entre 3 et 6 ans, quelque chose comme ça, et je me rappelle que je faisais des dessins, donc je dessinais ma famille et je les dessinais blancs. Ok. Donc je représentais mes parents blancs. Donc Mhm. bah, bon, blanc rose quoi, Mhm. hein, si on en revient vraiment aux couleurs qu'on utilise quand on est enfant. Parce que en fait, j'avais pas, pour moi, un parent, c'était comme j'étais élevée, donc j'ai été éduquée, donc là je parle de l'école, dans un milieu qui était à population majoritairement caucasienne.
Et ben, pour moi, mes petits copains et mes petites copines de classe, ils étaient tous blancs. Donc, pour moi, quand tu dessinais un parent, bah, ça devait être blanc, enfin rose, Mm, quoi, du coup. mm, Et donc, du coup, je faisais pas encore la distinction vraiment. Pour moi, je dessinais juste un parent, et un parent, c'était censé être de cette couleur-là, vu que tout le monde le dessinait comme ça. Et donc, du coup, c'est un jour ma maman, quand je suis rentrée avec un dessin, qui m'a dit: Mais pourquoi tu nous dessines rose? On n'est pas rose. Et je me rappelle là m'être dit: Quoi? Ah bon? C'est ça. Et donc, du coup, je crois que là, j'ai fait le rapport entre. Il y a une couleur de peau, en fait. C'est là que j'ai pris conscience, en fait, je crois qu'il y avait une couleur de peau. C'est là que j'ai pris conscience moi-même. Et que j'ai Mhm, commencé à me dire: Ah oui, ok, en fait, je suis pas comme les autres. mm. Et là, je parle de la couleur de peau, parce qu'avant ça, dans la question précédente, on parlait plus des origines et de l'identité et du fait que je te disais que je voyais des choses dans ma famille. Mais là, moi, c'est ma prise de conscience du fait que j'étais pas comme les autres. Mhm. Quand je dis pas comme les autres, c'était vraiment, à cette époque-là, bah, il y avait littéralement genre un enfant noir sur une Ouais, classe c'est de ça. 20, quoi, ou de 25. Mm, Donc, c'est à ce moment-là, ouais, que j'en ai pris conscience. Et c'est le début, en fait. mhm. Je sais pas si j'avais jamais relevé les remarques avant, mais en tout cas, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir le sentiment d'en entendre tout le temps, en fait, Mhm. Quand tu dis les remarques par rapport à toi ou de manière générale? par rapport à moi. Ouais. Dans le sens où on me disait, bah, toi, t'es comme, on te compare à du Mm, caca, à du mm, chocolat, t'es comme si t'es comme ça, on veut pas jouer avec toi parce que toi, t'es pas comme nous. Il y avait des trucs assez simples. On faisait souvent des actions. J'étais dans une école catholique et on faisait souvent des actions de parrainage ou de charité, etc. Et souvent, c'était pour aider des enfants ou des enfants, en fait, en Afrique, pour résumer la chose. Et donc, on avait des flyers, je suppose qu'il y avait des posters ou quelque chose comme ça. En tout cas, je me rappelle, j'ai une image forte d'un poster ou un truc comme ça qui était affiché dans l'école, où tu voyais des enfants africains. Je crois qu'on avait eu une présentation, quelque chose comme ça, sur le projet qu'on allait défendre, et des camarades de classe qui me disent ah, tu la connais, c'est ta cousine, ou c'est ta sœur, ou, etc. Et que je me rappelle me dire, moi, me faire la réflexion et me dire, mais enfin, non, je la connais pas, j'en sais rien. Et là encore une fois, de remarquer ma différence par rapport à ça et aux réflexions mm. des enfants. Une chose que je n'avais jamais remarqué avant, quoi. Enfin, du moins, c'est pas comme si j'avais pas conscience, je crois, du fait que j'étais noire, mais en tout cas, j'avais pas remarqué que c'était quelque chose qui marquait une différence, en fait, entre moi et les autres enfants. Mais parce qu'en plus, quand t'es enfant, enfin, les enfants ont complètement enfin, sont dans ils disent ce qu'ils pensent en fait. Ils ont même pas de filtre déjà de base. Et toi non plus, t'en as Mm. pas dans la réception de ce que les autres enfants disent. Donc forcément, tu te dis, Ouais, ah bah, c'est ça. on me dit ça, ah bah, je ressemble à du chocolat, à du caca. Parce que je connais aussi, hein, parce que moi en plus, je suis arrivée en Belgique, j'avais Mm. 5 ans. Donc forcément, tu te prends des trucs que tu ne t'étais Mhm. jamais pris avant, tu vois. Alors que j'avais été à l'école aussi Pris avant, avant. à Mm. l'école belge au Congo. Et j'avais Mhm. jamais subi des remarques où tu te dis, ok, et surtout quand tu dis, Mm. Enfin, je trouve que quoi que ce soit, déjà la couleur de peau, c'est vrai que tu sois né ici ou que tu sois né là-bas et que tu sois arrivé ici après, il y a quand même des remarques. Tu vois, tu as des remarques qui sont pas nécessaires, hein, mais les enfants savent pas, tu vois, parce que bah, Mm. Évidemment. les parents savent pas certainement non plus. Mm. Donc bref, voilà. Mais, et justement, en parlant de quand tu étais petite, est-ce que à la maison, on a parlé d'éducation scolaire, mais maintenant on parle du côté plus maison. Est-ce que du coup il y avait l'éducation, tu sais, entre Mhm. guillemets, à l'africaine, comme disent les parents, ouais, moi je t'élève comme ça et c'est comme ça chez nous, et tu sais les phrases de nous on fait comme ça chez nous. Est-ce que c'était comme ça ou est-ce que tu Typique. justement t'étais Mhm. perdu entre vivre à l'africaine mais en même temps bah t'es belge, donc du coup tu dis bah je fais quoi moi, tu vois? Comment tu te situais? Non, c'était complètement. Mes parents étaient complètement dans l'éducation à l'africaine. Non, allez, blague à part, non, mais mes parents me rappelaient assez fréquemment que on n'était pas, que nous on était des Congolais et que on ne fonctionnait Mm, mm. pas comme les Européens, qu'il y avait des choses que je pouvais pas me permettre de faire, il y avait des comportements que je pouvais pas adopter parce que c'était pas comme ça qu'on était élevé. Donc oui, j'ai clairement eu une éducation à l'africaine. Mm. Après moi, l'éducation à l'européenne que je l'ai eue en dehors de la maison.
Et je crois qu'aussi, de toute façon, mes parents ont réussi à... Parce qu'il y a un moment... Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas le choix, parce que je pense qu'il y a certaines personnes pour qui ça a dû être beaucoup plus compliqué. Mais je crois que mes parents ont quand même été un peu flexibles et se sont laissés aussi, à un moment donné, un peu influencés par le fait qu'on vivait en Europe. Mm. Ce qu'il y a aussi, c'est que je suis la 5e d'une fratrie de 5. Donc, du coup, mes sœurs, en fait, étaient passées par là avant moi. Et donc, je crois qu'elles ont ouvert certaines, certaines voies aussi. Et mes parents, ils en étaient pas à leur premier essai, en fait, avec moi. Même si certaines de mes sœurs ne sont pas nées en Belgique ni en Europe, elles ont quand même grandi ici. Donc, il y a eu un passage avant moi, en fait. Et donc, ça a fait que mes parents étaient un peu plus souples. Mais enfin oui, parce que du coup, l'éducation à l'africaine était beaucoup plus stricte que ce que moi je pouvais voir chez mes amis. Ouais, non, je crois qu'ils ont quand même réussi à s'adapter. Ils étaient aussi beaucoup plus âgés quand ils m'ont eu. Donc, je crois que c'est un mélange de mixité dans l'éducation, mais aussi un choc des générations, je crois, qui a influencé mon éducation. Donc, est-ce que c'est à 100%? Je sais pas qu'est-ce qui a influencé mon éducation le plus, le fait qu'il y avait une différence d'âge entre mes parents et moi, ou le fait qu'ils essayaient quand même de mettre l'accent sur l'éducation à l'africaine. Je crois que c'est un mélange de plusieurs facteurs qui a fait que je me retrouve avec une éducation que je dirais mixte, à fort accent africain, mais quand même mixte parce que j'étais beaucoup plus indépendante et que je pouvais aller chercher plusieurs choses ailleurs, en dehors de la maison. Ouais, je pense qu'il y a aussi ce truc, tu sais, en fait, c'est les parents qui ont vécu, surtout, qui ont vécu au Congo, et qui élèvent leurs enfants ici. Je pense que aussi ils ont parfois un choc, parce qu'ils se disent, ben, moi, j'élève mon enfant à l'africaine, et du coup, bah, je m'attends à ce qu'il fasse les choses comme moi je les ai fait, ou comme j'entends qu'il le fasse. Et Mhm. puis, bah, t'as l'extérieur, Mhm. tu n'es pas cloîtré chez toi à vivre juste avec tes parents, t'as l'extérieur, t'as la télé, et puis nous on a grandi quand il y a commencé à avoir internet, les réseaux sociaux et tout ça. Donc en fait, t'as plein de choses qui commencent à t'influencer, et tu te poses aussi des questions, des choses que toi, enfin, que tes parents pensaient pas que tu pouvais faire ou qu'ils ne voulaient pas que tu fasses. Et tu dis, bah, en fait, je suis pas obligée, mais Mhm. enfin, je veux dire, je suis entourée que de ça, donc je peux pas ne pas savoir que ça existe au final, tu vois. Ou ne pas poser des questions, ou ne pas se dire, ben ouais, Ouais, j'ai envie de savoir, quoi, tout simplement. c'est ça. Donc ouais, c'est Ouais, vrai que... Mais je sais que l'éducation clairement. à l'africaine, je mets des guillemets, hein, mais ça a toujours été un sujet où Mhm. je me disais, mais enfin, je peux pas être à 100% dans cette éducation, c'est pas possible. Je sais pas en fait, Mhm. tu vois, c'est chacun son point de vue et je pense chacun en fonction de son éducation, mais quand tu... Mhm. Je trouve que c'est ça, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce podcast, c'est parce que, enfin, pour montrer aussi les gens qui, comme nous, grandissent avec bah, une double fréquence au final, voire triple en fonction des situations. Oui, parce que au final, ça a été le sujet de beaucoup de conflits dans l'adolescence. Parce que là, on était plus sur l'enfance où j'ai l'impression que je découvrais, je commençais à comprendre moi qu'il y avait une différence. Puis donc c'était un peu difficile de trouver ma place au début avec mes camarades. Surtout que je n'avais pas du tout d'amies africaines. J'en avais pas. Donc j'étais vraiment entourée de blancs en fait. Et donc, du coup, il y avait des moments où il y avait une incompréhension, il y avait des incompréhensions, il y avait des choses des références qu'ils n'avaient pas et tout. Donc, j'ai un peu eu du mal au début à trouver ma place. C'est en grandissant c'est en grandissant quand moi j'ai été assez sûre de moi que j'ai trouvé ma place au final au sein de ces amis blancs où les conflits ont commencé et allaient de pair en fait avec la période de l'adolescence où moi, il y avait certaines choses que je voulais faire parce que je voulais faire comme mes copines et mes parents m'expliquaient tantôt avec plus de pédagogie que d'autres que c'était pas des choses que nous on faisait ou que voilà, je parle surtout du rapport avec pour moi en tout cas du rapport avec les garçons, les petits copains, etc. C'était chez nous c'était impossible. Mm. Je fallait même pas que je mentionne la chose à mes parents. C'était vraiment le gros sujet de conflit et de débat.
c'est même pas que j'avais forcément l'envie que j'avais plein de petits copains ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est même pas le fait d'avoir eu envie de présenter quelqu'un un jour à mes parents, mais c'est qu'en fait, le sujet, il n'existait pas, c'était pas possible. Je pouvais même pas avoir d'amis garçons. Même ça, c'était problématique parce que c'était pour eux la porte à tout, en fait. Ah ouais. Donc, du coup, il y a eu un. Ils me disaient non, chez nous, c'est pas comme ça, tu peux pas avoir de petits copains, etc. Ça, c'est des choses qu'on fait en Europe, mais ici, chez nous, c'est pas possible. Et je leur disais, oui, mais c'est même pas un petit copain, je veux juste avoir des amis, quoi. Ici, justement, tout le monde est mélangé, je suis dans une école mixte. Je me rappelle avoir dit à mes parents, bah alors, si c'était ça, il fallait pas me mettre dans une école mixte, parce que moi, je suis déjà d'un caractère très, très sociable, je vais facilement vers les gens, donc je me faisais des amis, des filles, des garçons. Voilà, ça c'était pour moi le truc qui marquait fort, qui a fort marqué mon adolescence et les choses que mes parents m'autorisaient à faire et à ne pas faire. Après, pour le reste, franchement, j'ai été assez libre. Donc, il n'y avait pas que ça, mais c'est vrai que c'est un truc qui, pour moi, c'était la grosse différence avec mes amis, mes copines belges et moi, en fait. Tu disais que tu avais que des amis blancs à l'époque. Est-ce que justement, tu vois, parce que c'était le cas, hein, enfin, on est dans un pays majoritairement blanc, donc forcément, tu te dis, bah, c'est normal que j'ai que des amis blancs. Et est-ce que ça a évolué au fur et à mesure des années? Est-ce que c'est devenu naturellement après d'avoir des amis noirs ou des femmes noires, peu importe, filles, garçons, mais est-ce que ça a augmenté et est-ce que ça t'a apporté quelque chose aussi d'un point de vue personnel, du vision du monde ou d'expérience? Ouais, complètement. En fait, j'ai commencé à avoir des amis noirs en grandissant, en arrivant en secondaire, donc vers l'âge de 12 ans, 12-13 ans. Le pire, c'est que j'ai une très bonne amie à moi, pour l'anecdote, une très très bonne amie à moi, que je connais depuis que je suis très très jeune, et en fait, on était dans la même école déjà depuis les maternelles, la primaire, mais on n'était pas du tout copines, parce qu'il y avait un espèce de truc où, en fait, on était les deux seuls noirs, et je sais pas pourquoi ça nous mettait pas en compétition, mais en tout cas, il y avait un truc où je sais pas pourquoi on n'allait pas l'une vers l'autre. Je crois qu'il y avait une espèce de, peut-être, je parle pour moi et j'en discuterai avec elle pour savoir un peu ce qu'elle en pense, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais évoqué ce sujet. Mais moi, je crois qu'il y avait une espèce de peur d'être cataloguée, entre guillemets. Que tu vois, si on commençait à traîner à deux, on allait être mise de côté. Tu vois. Or que là, l'objectif, c'était de s'intégrer au maximum. Donc, je pense qu'il y a eu un truc comme ça avec elle. Parce que je sais pas pourquoi on s'est pas rapprochés plus tôt que ça, surtout que nos grandes sœurs en plus étaient amies et tout, donc il y avait quand même un lien assez présent. Nos sœurs étaient amies, on se voyait donc en dehors de l'école, mais à l'école c'était comme si on se connaissait pas, quoi. Ouais. Donc je sais pas à quoi on peut assimiler ça, je ne sais pas, absolument pas dans notre esprit d'enfant quel genre de mécanisme de défense ça traduit et où c'était mis en place. Mais en tout cas, il y avait ce truc où, à l'école, on traînait tout simplement pas ensemble, quoi. Et une fois arrivé en secondaire, il y a eu ce truc où tu te détaches un peu de tes amis du primaire, tu rencontres des nouvelles personnes parce que il y a d'autres élèves, d'autres écoles qui arrivent. Donc là, on était un peu en plus grand nombre aussi. Il y a une diversité qui a commencé à s'installer. Bon, c'était pas dingue, hein, je dis pas, hein. J'étais dans une école à moitié privée, enfin c'était vraiment un truc où c'est pas du tout représentatif de la multiculturalité bruxelloise, mais il y avait quand même des nouveaux visages. Et dans ces nouveaux visages, il y a eu un nouveau groupe qui s'est formé, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des amis. Tu disais que tu avais des amis blancs et que tu avais grandi dans un environnement à majorité blanche. Est-ce que il y a eu un moment dans ta vie où tu as dû revendiquer un petit peu bah, enfin, ta place, tes origines en tant que femme noire? Est-ce que tu peux trouver un moment ou pas du tout si ça n'est jamais arrivé? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as dû revendiquer bah, qui tu étais en fait? Je pense que oui, et je pense que c'est quelque chose je crois que c'est pas fini en fait. Je crois qu'il y a eu, c'est quelque chose qui s'est fait en tout cas pour moi un peu par étapes. Et en fait, je pense que c'est jamais terminé. J'ai encore des fois l'impression de devoir slalomer entre plusieurs facettes de ma personnalité et façon de me comporter face à certaines personnes. Je pense qu'en tant qu'enfant d'immigrés, on nous a appris à être,
à surtout ne pas faire d'éclat. Voilà, c'est ça. Donc, ne parle pas trop fort, sois à l'heure, ne te fais pas remarquer, travaille mieux que les autres, sois irréprochable en fait. Parce que n'étant pas dans ton pays d'origine, tu es plus susceptible de te faire juger de façon beaucoup plus dure de toute façon. On risque de te cataloguer, on risque de t'assimiler à certaines personnes. Bon, voilà, tu risques de subir du racisme, en gros. C'est ce que, je crois que c'est ce à quoi nos parents essaient de nous préparer. Ils essaient de nous mettre en garde par rapport à ça, parce que je pense que eux ont dû subir des choses, entendre des choses, et ils voulaient tout simplement, comme tout parent, ne voulaient tout simplement pas voir leurs enfants passer par là. Donc, il y a eu j'ai toujours eu le sentiment d'être moi-même qu'avec mes sœurs. Ça, c'était un truc dès le début où j'avais vraiment le sentiment que les seules personnes qui me connaissaient réellement, c'était mes sœurs. Et j'étais persuadée, c'était un truc, je me rappelle avoir un souvenir qui date d'il y a très longtemps. Je me disais, je trouverai jamais de mari et je me marierai probablement jamais parce que je trouverai jamais quelqu'un avec qui je suis aussi à l'aise et aussi moi-même que quand je suis avec mes sœurs. Mes sœurs, c'est les seules qui connaissent l'entièreté de ma personnalité. Par exemple, il y a un truc tout bête. Mariée, tout va bien. Non, j'ai fini par me marier, c'est ça. Donc oui, les choses ont évolué aussi. Et je crois que d'ailleurs la rencontre avec mon mari, ça fait partie des étapes par lesquelles je passe dans l'affirmation de ma personne et dans le fait que je m'affirme en tant que femme noire. Et voilà, donc ça, c'est la rencontre avec mon mari joue un rôle évidemment très important là-dedans. Je pense qu'il y avait tout un doute et une recherche par rapport à ça, où je me demandais mais qui j'étais réellement. Est-ce que j'étais honnête envers les gens, vu que j'avais l'impression d'avoir moi plusieurs personnalités. Est-ce que j'ai même remis en cause ma propre, pas ma propre identité, mais en tout cas ma propre sincérité, ma propre honnêteté. Il y a un truc très très bête, mais qui est assez marquant pour moi. Et complexant, à la limite, c'est le fait que je ne parle pas le lingala. Je le comprends, je pourrais le parler, mais j'ose pas, évidemment. Ouais. J'ai beaucoup trop honte de mon accent. Mais parce qu'en plus, t'as ce truc... Ouais, c'est ça. On a ce truc de... quand t'es ici, au final... T'es considéré comme... Enfin, voilà, t'es noire, t'es congolaise, t'es machin, t'es tout ce que tu veux. Parce que quand tu dis aux gens... tu sais, quand tu rencontres une nouvelle personne qui ne te connaît pas, qu'elle te demande tu viens d'où? Enfin, d'où? Et toi, tu dis... Enfin, non, tu viens d'où, quoi? Et tu dis, je viens de Jette, tu vois, enfin, ou je viens de Gansoren, ou je viens de Forêt, ou je viens de je sais pas où. Je viens de Bruxelles, quoi. Oui, toi, naïvement, tu dis... Et puis, non, mais d'où? Non, mais pas ça, mais d'où? Frère, je t'ai dit d'où je venais. Pourquoi tu cherches les trucs? Donc, t'as déjà ce truc. Ouais, c'est ça. T'as ce truc d'être en mode, voilà, moi, je sais, voilà, je suis comme ça. Et puis, si tu retournes au pays, on va te dire, ouais, mais toi, t'es une Mundélé, toi, tu vois. Toi, tu vis avec les Mundélé. T'es une Mundélé, pour ceux qui parlent pas lingala, c'est blanche, tu vois. C'est vraiment, non, mais voilà, toi, t'es une fausse congolaise, tu vois. Et toi, t'es là, mais moi, j'ai rien demandé, tu vois. J'ai rien demandé, tu vois. Je suis venue au monde, on m'a mis là, on m'a fait grandir là. Et on m'a élevée, entre guillemets, à l'africaine. Et après, quand je retourne dans cette Afrique en question, on me dit que je le suis pas vraiment. T'es là, mais il y a quoi? C'est pas bon. C'est ça. Ouais. Et encore moi, j'ai pas encore été confrontée à ça. Je suis jamais allée. Je peux même pas dire retourner, moi. Je suis née ici, je suis jamais allée au Congo. J'ai jamais été en Afrique noire, donc j'ai même pas encore été confrontée à ça. C'est un projet, c'est pas que je ne veux pas, mais voilà, ça fait partie de mon histoire familiale aussi. Mais en tout cas, c'est un projet que j'entreprends moi de mon côté avec mon mari. Où j'aimerais y aller, mais c'est encore un truc auquel j'ai pas été confrontée. Donc je me dis, mais qu'est-ce que je vais me prendre là-bas, là? Tu vois? Et franchement, c'est pas ça qui m'angoisse le plus. C'est pas ça qui m'angoisse, parce que je me dis que même des amis à moi, pour avoir échangé par contre beaucoup avec des amis qui, elles, sont déjà retournées au Congo et tout. Et je parle de mes amies femmes parce que je pense que de toute façon, il y a une différenciation à faire entre les hommes et les femmes à ce niveau-là, ou dans la manière dont on nous traite de toute façon.
Et donc, c'est pour ça que je parle uniquement de l'expérience de mes amies femmes Femme. noires qui ont, elles, été en Afrique noire et qui me disent à quel point, et là, je te parle de femmes qui parlent la langue de leur pays, qui ont un rapport beaucoup plus proche à leur pays d'origine. Et pour lesquelles elles sont mangées à la même sauce. C'est de toute manière, elles seront Bounty, elles seront, comme tu disais, on va les appeler Mundele là-bas. Alors que ici, t'as grandi en te disant non, mais toi t'es la noire et t'es différente des autres. Ouais. Donc je me dis juste que en grandissant, je n'essaye pas de chercher mon identité. Ce que je ne fais plus, contrairement à quand j'étais enfant, c'est que je n'essaye pas à tout prix de ressembler à mes amies blanches. Ça fait partie de tout un truc, hein, mais tu sais, le principe de ne pas se défriser les cheveux, de ne porter que des coiffures qui africaines, etc. C'est tout un processus, c'est des petits actes, j'ai envie de dire, mais ça fait partie du fait de se revendiquer en tant que femme noire. Moi, j'ai arrêté de défriser mes cheveux en 2014. Et c'était aussi, ça faisait partie du fait d'assumer ça. J'ai commencé à me présenter en me disant que je m'appelais Tchenda en 2019, un truc comme ça. Donc tu vois, et c'est parce qu'on en parle maintenant que j'essaye de faire un peu un débrief et de regarder un peu les étapes par lesquelles je suis passée, et parce que tu me poses la question en fait, que toi tu me permets d'avoir une réflexion là-dessus, que je me rends compte que j'ai effectivement posé certains actes pour m'affirmer en tant que femme noire. Puis le fait aussi d'expliquer, et pas que, parce qu'il y a toute une partie aussi de ma jeunesse où je disais, attention, on parle loin, je disais que j'avais des origines portugaises, pour me blanchiser un peu. On connaît. Pour me légitimer, certainement face aux gens que je côtoyais à ce moment-là. Ça, c'est déjà un peu fucked up, mais surtout, le pire, c'est qu'on me croyait pas. Donc, on m'enlevait ça aussi, tu vois. On me disait, ouais, mais bon, non, c'est pas vrai, etc. Et je disais, ben si, c'est vrai, enfin, tu vois. Je mettais ça en avant parce que je mettais ça en avant pour des raisons qui aujourd'hui n'étaient pas normales, parce que j'essayais quand même de revendiquer une partie de mon identité, or qu'en vrai, j'ai rien à prouver à personne. Mais en même temps, je mentais pas. J'étais pas en train de m'inventer une origine, mais on me disait non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, et on me l'accordait pas ça à moi, tu vois. Donc bon, il y a eu ça, et il y a eu aussi tout un moment où ça fait partie aussi du truc où des fois juste on me demande t'es congolaise, et je dis je suis, parce que j'estime pas que je suis obligée d'expliquer à tout le monde mes origines. Oui, des fois il y a aussi des moments où je prends le temps, quand je vois que la discussion elle est un peu plus poussée, pour expliquer non, oui, je suis congolaise, mais pas que, j'ai plusieurs influences, et voilà. Donc oui, je crois en fait quand je regarde qu'il y a eu plusieurs moments où je me suis affirmée en fait, tout simplement, et je crois que c'est pas fini en plus. J'ai encore plein de choses que j'espère ajouter à ma carte de visite personnelle, tu vois, toutes les choses parmi lesquelles je me définis. Je suis une femme noire, je suis une épouse, je suis une amie africaine aussi. Ça, c'est quelque chose que j'essaye aussi de transmettre à mes amis, parce que dans ces amies blanches dont je te parlais de mon enfance, il y en a beaucoup qui sont restés. Ce sont mes amis aujourd'hui, qui sont encore mes amis aujourd'hui, donc ce sont des vraies amitiés. Mais il y a eu un moment aussi où j'ai dû me positionner autrement et leur dire, je sais que, parce qu'il y a cette tendance un peu ici, non mais moi je vois pas les couleurs. Bon, tu vois, c'est pas une mauvaise intention, je pense, pour la plupart des personnes quand elles le disent comme ça, mais moi je veux qu'on voit ma couleur, tu vois. Et donc il y a de ça aussi, il y a une manière de me redéfinir par rapport à mes amis. Je suis une maman aujourd'hui aussi. Ça fait partie aussi de tout mon CV entre guillemets. Je serai bientôt une chef d'entreprise, et tout ça, je veux que mon identité, moi, la personne que je suis, avec toutes les influences, qu'elles soient culturelles, géographiques, toutes les influences que je puisse avoir, ça, elles fassent partie de ce que je construis en fait.
pour moi me sentir enfin en accord et en Ouais. adéquation, ne plus être l'enfant qui dessine ses parents roses parce qu'elle sait pas trop comment elle doit se situer, ni être l'adolescente qui dit qu'elle est qui met en avant le fait qu'elle a du sang portugais pour pouvoir se faire accepter par son entourage, mais être de plus en plus moi en fait, tout simplement, de pouvoir Ouais. répondre quand qui tu es, ben je suis Sandrine et j'ai plein de choses qui me composent, mais je suis moi, et d'où je viens de mon histoire, je viens de mes fréquentations, je viens de ma famille, je viens de mes amis, c'est tout ça qui m'a formée. Parce que si je continue, je pense que continuer à essayer d'être légitime ici, ça n'a pas marché, ça ne marchera jamais. Continuer à essayer d'être légitime en Afrique, je sais pas ce que ça donnera. Mais la seule personne que j'ai besoin pour l'instant, en tout cas, la seule personne avec qui j'ai besoin d'être en accord, c'est moi-même. Afin de pouvoir être encore meilleure dans toutes les étiquettes que j'ai pu donner à mon sujet. Et justement, tu disais, enfin, tu es maman, tu es merveilleuse petite princesse qui est trop mignonne, petite croquette, c'est trop chou. Ben voilà, maintenant que tu es maman, enfin, on va parler de la case maman et puis on parlera de la case femme aussi, mais que tu es maman, comment est-ce que tu comptes transmettre ça à ta fille, qui est métisse aussi, qui a un papa blanc, qui a une maman noire? Comment est-ce que tu comptes, au-delà de l'aspect juste ADN génétique, lui transmettre une partie de toi, de tes origines au final? J'en ai pas la moindre idée. Je sais pas. C'est vraiment, là, je suis face à un livre inconnu. Je suis face à un monde qui est celui de la maternité, dans lequel je me sens profondément bien, mais dans lequel j'ai pas de manuel, quoi. J'en sais rien. J'apprends tous les jours comment faire pour m'occuper de ma fille. Je viens d'apprendre à lui dire non. Elle est petite, hein. Elle a 9 mois, tu vois. Donc, mais j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je commence, en fait. Parce qu'elle est plus, autant c'est un tout petit, j'ai l'impression que c'est un tout petit bébé, mais je me rends compte elle a grandi. Elle va avoir un et il y a des choses maintenant je dois commencer à lui poser des limites. Et ça, déjà, c'est tout nouveau, là. Je veux dire, on était en vacances ensemble chez lui, et à ce moment-là, je lui disais même pas encore non. Et c'était il y a pas si longtemps. Donc là, j'apprends. Mais toute la question du métissage est là. Je sais pas. C'est un délire, hein. C'est franchement, parce que j'ai pas le sentiment. Je me dis, en fait, j'en parle, et je pense que ça, c'est déjà une chose que je peux commencer à faire pour elle. On en parle avec son père. J'essaye de lui dire, j'essaye de pas être trop non plus. Oui, tu dois avoir conscience que ta fille est une femme noire. Enfin, oui. Des fois, je m'emballe un peu. Mais j'ai envie qu'il comprenne aussi que le monde tel que lui l'a vécu ne sera pas forcément le même pour notre fille. Que j'ai eu beaucoup de discussions comme ça avec mon mari, où je lui disais, mais tu sais qu'il y a certaines choses où en tant que noire, tu te poses des questions, tu vois, genre tu te demandes. Je lui disais, toi, t'as jamais été à un entretien d'embauche en espérant que le mec soit pas raciste, tu vois. Je dis, ça, c'est un postulat dans lequel on part, duquel on part, et toi, c'est une question que tu te poseras jamais, en fait, tu vois. Non, bien sûr. Et donc je lui disais, tu sais, ça, c'est des petites choses, en fait. Je dis pas que je les vis mal au quotidien, parce que tu fais avec, et on est tellement habitués que voilà. Donc c'est pas un truc qui te met mal constamment, mais il y a toujours ce petit doute, tu vois. Il y a toujours ce petit doute. Dans certaines situations, tu te poses des questions. Oui, totalement. Je lui disais, moi, quand j'ai rencontré ta famille, je savais pas, tu vois. Je savais pas si ton père, il allait être un peu tendancieux ou pas. Enfin, je savais pas, en fait. Et ça, c'est des questions que je me suis posées. Je lui demande aussi si lui, il avait ce genre d'appréhension. Je vais pas tacler l'homme cis blanc tout de suite, mais bon, c'est vrai que de manière générale, j'ai tendance à croire que eux, ils se posent pas, enfin, qu'ils ont ce truc, ils peuvent arriver dans des situations. Voilà, il n'y a pas de questionnement. Non, il n'y a pas de questionnement. Donc voilà. Donc j'essaye de le challenger un peu là-dessus, et je lui dis, mais notre fille, elle aura des questions pour nous, je pense. J'en suis même persuadée, parce que moi, ce que j'ai pas eu en tant qu'enfant et en tant que jeune fille, c'est que j'ai toujours pu m'identifier à ma mère et à mes sœurs. Parce que ma mère, même si elle est beaucoup plus claire de peau que moi, elle me ressemble. Enfin, je lui ressemble, pardon. Ouais, bien sûr. Je lui ressemble, et au final, on a la même texture de cheveux. Au final, elle a toujours su comment s'occuper de mes cheveux, par exemple. Ma maman a toujours su s'occuper de moi, elle a su comment s'occuper de ma peau, elle a su, voilà, elle a su s'occuper d'un enfant noir.
Mm. Mais moi, je parlais avec des amies à moi qui, elles, sont métisses, donc premier degré, quoi. Comme moi, je disais, je suis cartoronne, mais là, je te parle de métissage où vraiment, comme ma fille, en fait, où les Ouais. parents n'ont pas, enfin, t'as pas du tout la même couleur de peau que ton parent. Mhm. Et elle me disait, bah, moi, j'ai une amie à moi qui me disait, mais moi, je m'identifiais pas à ma mère. Ouais. Elle me ressemblait pas, quoi. Mm. Elle me disait ça, elle m'expliquait que pour elle, ça avait été quelque chose de très difficile. Mhm. Et je disais, bah ça, tiens, c'est une question que je me suis jamais posée et je ne savais pas du tout bah, qu'on pouvait se la poser en fait parce que c'était pas mon cas à moi. Et ça me fait prendre conscience du fait que ma fille risque de se retrouver dans ce genre de cas de figure. Mhm. Donc j'en parle avec j'ai la chance d'avoir beaucoup de mamans autour de moi parce que c'est des sujets qu'on traite en fait beaucoup entre mamans parce qu'on parle d'éducation, etc. Et c'est des réflexions en fait que j'avais jamais eues avant. Mais je leur demande conseil, je lui dis qu'est-ce que tu aurais voulu entendre, qu'est-ce que toi tu fais par rapport pour tes enfants maintenant, pour tes filles, comment est-ce que tu fais. Il y a tellement de choses déjà qu'on va devoir apprendre à nos filles, qu'on va devoir on va devoir leur dire tellement de choses, tellement de vérités sur le monde dans lequel elles vont vivre et du statut qu'elles auront en tant que femmes. Malheureusement même en tant que jeune fille déjà. Je dis mais à rajouter à ça en plus la question de l'identité raciale entre guillemets. C'est quelque chose en plus encore. Et je t'avoue que j'ai pas encore d'idée concrète sur le comment je vais faire. Je vais essayer en fait de la baigner dans les deux cultures. Elle passe énormément de temps avec ses grands-parents. Elle a la chance d'avoir ses deux grands-mères qui sont très présentes. Et donc là, c'est déjà deux cultures complètement différentes. Mais bon, c'est vrai que dans ma famille, c'est une famille nombreuse. Il y a beaucoup de tantes, il y a beaucoup de cousines. Ça vibre quoi. Il y a du monde, il y a beaucoup de personnes à qui se raccrocher. Non seulement il y a beaucoup de personnes, mais il y a aussi beaucoup de physiques différents chez moi. Comme on est des enfants, là je parle de moi et mes cousines, on est des enfants du métissage, donc il y a de tout, vraiment. Donc je pense qu'il y aura vraiment toujours je pense que ma fille ressemblera à quelqu'un, quoi qu'il arrive. Et que donc peut-être parmi ses cousines, ses tantes, ses grands-tantes, elle aura quelqu'un à qui elle pourra s'identifier et ça lui donnera aussi ce sentiment d'appartenance à ma famille. Mais du côté de son papa, ils sont beaucoup moins. Donc, elle n'a pas vraiment de cousins, cousines du côté de son papa, en fait, auquel se référer. Donc, je ne sais pas. À ce niveau-là, je ne sais pas si le côté belge, en dehors de l'éducation que sa grand-mère et son grand-père vont être capables de lui donner, je ne sais pas à quel point ça va la marquer, elle. J'en sais rien. Donc, j'espère vraiment être à l'écoute, si je peux essayer de faire quelque chose différemment de mes parents, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour nous, hein. Mais on essaye toujours en tant que parents de faire mieux que nos propres parents parce que tu as envie de donner le meilleur et le mieux à ton enfant. Donc j'espère pouvoir être à l'écoute, pouvoir entendre ces questions, tâcher d'y répondre quand je le pourrai et quand je ne le pourrai pas, de pouvoir lui dire honnêtement écoute, je ne sais pas, je ne comprends pas forcément ce que tu es en train de vivre, mais viens, je vais t'aider, on va trouver des réponses et tout ça on va chercher en fait. Ouais. C'est ça. Je veux pouvoir lui donner un milliard, 1 million d'exemples de femmes qui réussissent, auxquelles elles pourront s'identifier. Moi, je trouve ça super, des initiatives comme la tienne, par exemple, de faire un podcast comme ça, parce que toutes les femmes autour desquelles elle va grandir, ce seront des potentiels exemples pour elle, et j'espère qu'un jour ça dépassera la couleur de peau, en fait. Mais je t'avoue que j'ai pas la réponse à cette question parce que je ne sais pas. La seule chose à laquelle j'aspire, c'est de rester ouverte d'esprit et à l'écoute pour ma fille. J'espère pouvoir lui donner tout ce dont elle a besoin, tout simplement. Voilà. Mais je pense qu'en plus, comme tu dis, elle est bien entourée, hein, avec 4 grandes tatas, je pense que voilà, elle est bien entourée, les cousines, les cousins, les copains, les enfants des copains, etc. Enfin voilà, je pense que c'est sûr. Et en plus, c'est vrai qu'il y a la balance, parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a Internet qui regorge beaucoup de choses. Voilà, le dark side, on va pas en parler, mais il y a aussi le bon côté où tu peux avoir énormément d'informations. On a vu, hein, quand on parlait de maternité, etc., t'as des émissions, des chaînes YouTube, des podcasts sur la maternité, sur les couples mixtes, sur la femme. En fait, je pense que voilà, il y a moyen de trouver en dehors aussi de son cercle familial et amical des réponses et de se questionner aussi. Et en plus d'avoir un cercle quand même qui
qui est assez solide. Je te connais, je sais très bien que vous avez ton cercle familial est très solide et que vous êtes fort liés et que dès qu'il y en a une ou un qui a un souci, ben voilà, tu sais que tu peux compter sur certaines personnes et c'est ça qui est beau aussi. Et justement, ça, c'est la partie maman, parce que voilà, t'as une enfant qui est métisse, mais t'as la partie couple aussi, parce que tu es dans un couple métis. Est-ce que Oui. là aussi, j'ai entendu qu'il y avait des revendications, Non, mais je suis mais horrible. Je suis quand même, ça fait insupportable, longtemps hein. que vous vous connaissez. Non, j'aime pas le pauvre. Le pauvre. Non, mais au moins les choses, entre guillemets, sont dites, quoi. Enfin, dans le sens où il peut y avoir des discussions. C'est ça qui est bien aussi, tu vois. Donc, que ce Oui, soit avec ton mari ou que ce oui, soit oui. avec ta fille, il peut y avoir des discussions. Oui, complètement. Je suis persuadée que j'ai trouvé la personne qui me correspond, enfin la personne idéale pour moi. Je n'ai aucun doute sur le fait que cet homme est l'homme de ma vie, qu'il répond à tellement de choses, il y a tellement. Non, c'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui, donc là je suis pleine de la 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 la. Ah, Oui, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Non, Des non, petits cœurs dans mais les c'est des yeux. moments qui te rappellent à quel point, voilà. Je suis persuadée que j'ai trouvé l'homme qu'il me fallait, le partenaire en fait, idéal, en dehors du sentiment amoureux. Et je suis toujours amoureuse de mon mari, ce qui est super. Je suis tombée amoureuse de lui très vite et je continue à ressentir la même chose pour lui aujourd'hui. Mais je trouve qu'en dehors de tout ça et en dehors de ce qui nous lie, lui et moi, je trouve que c'est un partenaire de vie incroyable. Enfin, pour moi, c'est vraiment la personne sur qui je peux me reposer, c'est quelqu'un sur qui je peux compter, c'est quelqu'un qui tire littéralement le meilleur de moi, c'est quelqu'un qui me soutient, qui m'écoute et qui arrive à me comprendre, même si des fois dans le quotidien on a l'impression, parce que voilà, on est des êtres humains, on se laisse dépasser des fois par ce qui nous entoure, mais profondément je crois que c'est quelqu'un qui parvient à m'entendre et à écouter ce que j'ai à lui dire. Donc, en dehors d'avoir trouvé l'amour, j'ai trouvé le partenaire idéal pour moi et j'ai trouvé aussi le père parfait pour mes enfants. Je suis profondément sereine et apaisée du fait de savoir que ce sera lui le père de mes enfants et que mes enfants auront cette personne dans leur vie, en fait. Et ça... Ça, c'était la déclaration, c'est trop mignon. et ça, franchement, ça... Il y a beaucoup de choses qui font peur, je trouve, dans le contexte dans lequel on vit. Mais ça, c'est ma zone de confort, c'est mon havre de paix. Parce que j'ai profondément confiance en mon partenaire. Et ça, pour en revenir à la question des origines et de la manière dont on vit notre couple mixte, c'est quelqu'un en fait qui est donc lui, comme tu le disais, mon mari est blanc, il est belgo-belge, donc c'est un bruxellois pure souche 100%. Il est pure souche, ça fait horrible. Est-ce qu'on peut dire ça encore en 2020? Est-ce qu'on a encore le droit de dire pure souche? Est-ce que c'est politiquement correct? Mais donc bon, c'est c'est ça. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il est issu de parents belgo-belges. Mais c'est quelqu'un qui a grandi dans un milieu profondément multiculturel. Donc, lui, il a des amis de tous horizons. Enfin oui, il a des amis de tous horizons. Et en fait, il a été ouvert à la différence culturelle depuis très jeune. Sa maman est une personne qui a toujours mis ça en avant et a toujours essayé de l'inciter, même s'il a toujours eu le choix libre de ses amis. Hein. C'est pas du tout ça, mais sa maman a toujours encouragé ça, quoi. Dans le sens où ses amis ont toujours été invités à la maison, il y a toujours eu cette histoire de partage. Le jour de notre mariage, ses meilleurs amis ont fait des témoignages où ils remerciaient quasi tous sa maman du fait de les avoir toujours accueillis chez eux, etc. Donc, mon mari n'a pas c'est un enfant unique. Donc, il a pas eu de frères et sœurs issus de l'union de ses parents, mais par contre, il a un cercle d'amis qui est comme une fraternité, en fait. Ouais, voilà. Franchement, donc du coup, et encore une fois, c'est très, très, très multiculturel. Je pense que j'étais très rassurée du fait qu'il soit entouré par autant d'amis, que ça soit des amitiés qui durent depuis l'enfance, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai moi. J'ai les mêmes amis depuis 20 ans. Quand je deviens amie avec quelqu'un, c'est parti pour
Le principe, c'est parti, quoi, pour une bonne une bonne période. Et ça, c'est quelque chose qui me rassure chez quelqu'un. Moi, je me méfie. Je sais pas si c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Mais je me méfie des gens qui ont pas qui ont pas d'amis de longue date, parce que pour moi, c'est pas une zone de confort. Pour moi, c'est pas quelque chose qui me rassure. Étant donné que je suis très loyale en amitié, j'ai besoin de m'entourer de personnes qui vont l'être ou qui vont me donner le sentiment de l'être en retour. Et donc, du coup, voilà, ça n'a jamais été un problème. La mixité dans notre couple n'a jamais été un problème. Il est très ouvert je sais même pas si c'est de l'ouverture d'esprit, parce que j'ai l'impression que ce terme aussi, il est un peu, j'ai l'impression que c'est quand on dit, oui, c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit, c'est comme si c'était un effort, en fait, de devoir ouvrir son esprit. Alors que j'ai jamais eu le sentiment que mon mari ait dû se forcer à être plus tolérant. Je crois que c'est quelqu'un, en fait, de profondément tolérant des autres de manière générale. Et ça va bien au-delà de l'origine ethnique. Il est juste tolérant, il est patient avec les gens, c'est quelqu'un de serviable, il a vraiment un bon cœur, et c'est ce qui ressort de sa personnalité. Donc il y a jamais eu une question de il y a jamais eu cette question-là. Je pense que si un jour la question vient se mettre dans notre couple, c'est que ça viendra pas de nous. Ça ne leur a été imposé par X, Y raison, mais en tout cas, ça viendra pas de nous, c'est pas possible. Ça n'a jamais été un problème, et c'est pour ça que j'ai confiance aussi, et je me dis que ça devrait aller dans l'éducation de notre fille, parce que on va essayer de se comprendre, quoi, tout simplement. Et j'espère pour elle, hein, j'espère pour elle qu'elle n'aura pas de questionnement interne à ce niveau-là. Même si j'ai dû grandir dans la façon dont j'ai assumé mes origines, c'est quelque chose duquel je peux parler très ouvertement. Donc, j'espère en fait que ce sera la communication qui soudera. Et je crois profondément que c'est la communication qui soudera ma famille et mon couple, qui soude mon couple et qui soudera ma famille, en fait. C'est ça que j'aimerais transmettre à mes enfants. C'est beau. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Et enfin, justement, en parlant de communication, qu'est-ce que tu aimerais communiquer si tu as une maman ou une petite fille qui nous écoute, qui est comme toi, qui a peut-être le même vécu que toi, ou qui a différentes origines, etc. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme message positif? Parce que c'est vrai que, comme tu dis, dans le monde dans lequel on vit, des fois on voit des choses, et surtout les plus jeunes, des fois ils voient des choses qu'ils ne devraient pas nécessairement voir, et voilà, parfois on se retrouve dans des situations, comme tu dis, comme tu étais petite, où on te dit des choses et ça te fait peur, ou ça te donne pas confiance en toi. Je pense qu'avec des personnes de référence, ou des gens qui sont comme toi, qui te disent des choses positives, je pense que ça peut changer ta perception de la vie. Qu'est-ce que tu dirais à une petite fille qui est comme toi? Je pense que la génération qui nous suit là, ils ont la chance d'avoir beaucoup plus de référents, d'être entourés, j'espère en tout cas, de plus de modèles qui leur ressemblent. Là, pour la parenthèse, mais je sais pas quand ton podcast sortira, mais là, on est dans la polémique. Là, Ariel Noir vient de sortir, et ça dérange beaucoup de gens. La polémique. En tout cas, les gens, ça les énerve. Ouais. Donc voilà. Donc on a une Ariel magnifique, très belle, incroyable. Qui est là, et qui, il y a des vidéos de ouf qui sont en train de sortir avec des petites filles qui m'ont ému presque aux larmes. De ouf, qui donnent des frissons à chaque fois que je vois. Des petites filles qui sont tellement juste heureuses de voir une princesse Disney qui leur ressemble. Mais attends, mais il y avait, excuse-moi de te couper, mais il y avait déjà moi, quand j'étais ado, enfin quand on était ado, il y avait déjà la petite, la princesse et la grenouille qui étaient sorties. J'en revenais pas. Mes parents m'ont acheté à ma sœur et moi, et dis-toi, ma sœur et moi, on a quand même 13 ans d'écart, donc c'était une petite fille. À ma sœur et moi, on nous a acheté le DVD. On regardait le DVD chaque week-end, tellement émerveillée, quoi. En plus, elle était magnifique. Elle est trop belle. Oh, elle a les mêmes cheveux que moi, elle est trop belle et tout. Donc, j'ose imaginer que voir la petite sirène, qui pour moi, quand j'étais vraiment très, très, très petite, était... moi, je voulais être une sirène. Hein. Quand j'étais petite, pour moi, dans ma tête, je me disais, je vais plonger dans l'eau, je serai une sirène. Je vois ça, je me dis, oh my God, quoi. Enfin, alors que je suis adulte. Hein. En fait, ça réveille des trucs en... C'est ça la magie de Disney. Moi, je suis toujours autant... Moi, faut pas me déranger quand je regarde un Disney. Hein. C'est vraiment, silence. Où sont mes cookies? Où est mon chocolat chaud? Je ne veux rien entendre. Il faut qu'il pleuve dehors et que je sois face à mon écran et qu'on ne me dérange pas.
Parce que ça réveille C'est des trucs en clair. toi mais c'est l'enfance. Mm. C'est toi blotti dans le fauteuil, avec tes parents à côté. Enfin, Ouais, c'est vraiment tellement le fait qu'il y ait un débat là-dessus, je trouve ça, enfin bon, bref, on va même pas, ridicule. ridicule. Moi, je suis Bref. ravie qu'il y ait ce genre de référent pour ma fille, là. Je Et suis très comment j'irai au contente. cinéma, je ferai la film même. Oh, je t'assure, vraiment. Elle est tellement belle en plus avec cette... Bon, bref. Et Ouais, donc, ouais. et, mais en tout cas, ce que je me dirais voilà, enfin, parce que du coup, je disais ça parce que je pense que, les petites filles vont avoir de plus en plus de référents comme ça. Et c'est top. Donc, du coup, peut-être que ce que je me dirais à moi, plus petite, Mm. si je devais m'envoyer un message à moi-même quand j'étais plus jeune, c'est, j'aurais tellement de choses à me dire, mais juste grandis, prends le temps de grandir, prends le temps de te découvrir, prends le temps d'apprendre qui tu es, mais n'aie aucun doute sur ta beauté, n'aie aucun doute sur Mm. n'aie aucun doute sur ta beauté, n'aie aucun doute sur ta légitimité en tant que petite fille, déjà de base. Parce que tu te demandes si t'es aussi mignonne que les autres. Enfin, Ouais. tu vois, c'est des trucs comme ça, hein, quand t'es enfant, tu vois. Vraiment, parce que tu vois Mhm. les petites blondes, machin, et tout le monde les a, enfin, tu sais. Et toi, tu te demandes si t'es aussi jolie, Mhm. Tu tu dis, ah, vois. j'ai les yeux bruns, j'ai les cheveux bruns, enfin... Ouais, et on te montre que tout ça, c'est pas des choses qui sont attrayantes, Mhm. en fait. Et là, je parle d'un rapport à enfant, hein. Ouais, bien sûr. Dans le sens où, tu sais, moi, j'avais pas de d'amoureux ou quoi. Il y avait une honte, en fait, d'être amoureux d'une fille noire Mhm. quand on était plus jeune. Mhm. Moi, j'ai vraiment vécu cette période-là où j'avais des petits amoureux et ils me disaient, mais on peut pas être amoureux en vrai parce que je peux pas être Parce que... avec une fille noire. Ouais. C'est la Mhm. honte. Ouais. Toi, t'es là. Et ouais. Et Ça te laisse une mais marque, quoi. complètement. Mm. Ça peut être ça peut te laisser tellement de séquelles dans ta vie affective, dans ta vie sexuelle, dans ton Mm. rapport aux autres. Enfin, ça peut être dévastateur, en fait. Parce qu'on t'a brisé dans ta confiance quand t'étais encore gosse. Mm. Et rien que pour ça, je dirais juste à une plus jeune moi, ne doute de rien, tu vois. Ne doute de rien. Tu dois grandir comme les autres, tu dois te poser des questions, mais que si tout ça ne pouvait juste pas être en rapport avec ta couleur de peau, Mhm. tu vois, chaque adolescente doit passer par tous ces questionnements, mais le fait d'avoir le fardeau encore de la couleur de peau, de la légitimité, c'est compliqué. Mm. Et donc, je lui dirais juste, ne doute pas de toi, quoi. T'as pas besoin de t'adapter, t'as pas besoin de parler comme si avec telle personne et moins comme ça avec d'autres personnes. Les gens qui te disent, t'es belle pour une noire, c'est des idiots, tu vois. Et on essaye de te mettre en compétition avec les autres, tu vois, à te dire, toi, t'es jolie, mais les autres le sont pas, en Mm. fait, tu vois. Alors que, mon Dieu, mais les femmes sont tellement belles. Elles sont capables de tellement de choses. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a Mm. il y a une Mm. telle Mm. beauté dans le fait juste d'être une femme, tu vois, de base. Je me dirais juste, avance, j'aurais voulu, des fois je me dis, et encore j'ai du caractère, donc je m'en suis sortie assez vite, mais j'aurais voulu me rencontrer plus tôt Ouais. encore. Pour avoir juste des problèmes d'enfant, sans que ça touche Mhm. d'autres parties de moi, Mm. en fait, tout simplement. T'es capable, en fait, c'est aussi simple, hein. C'est tout ce qu'on entend maintenant dans les discours bienveillants qu'on peut voir sur les réseaux, etc. Mais tu es capable de tout. Les seules limites que tu as, c'est celles que tu t'imposes. Si tu sens que tu n'as pas ta place dans un cadre ou dans un certain modèle, sors-toi-en, tu vois. Définis tes propres objectifs, définis tes propres limites. Ne laisse personne te les imposer. Sois sûr de toi, Mm. aie confiance en toi, va chercher la confiance que les autres n'ont pas su te donner. Sache juste que personne ne le fera à ta place et avance, quoi. T'auras tellement plus de mérite à avoir accompli les choses par toi-même. Ouais. Donc voilà, c'est tout ce que je dirais, je pense. Ouais, bah, écoute. Ça, c'est déjà pas mal, hein. Je t'assure. C'est déjà pas mal. Bah écoute, Mmh. Sandrine, merci Merci à toi de vraiment pour m'avoir cette reçu. discussion qui était très enrichissante. Je me suis beaucoup reconnue aussi dans tes expériences. Je pense qu'on a eu des expériences similaires vu qu'on est de la même génération. Donc c'est top. Merci d'avoir partagé toutes ces expériences, ces conseils, ton intimité avec nous. Ça m'a fait Ah vraiment oui! plaisir de t'avoir. Et j'espère que
que toutes les petites filles qui regarderont La Petite Sirène seront très heureuses. Toutes les petites filles et En les petits commençant garçons par aussi, nous, attention. oui, bien Voilà, sûr, et en commençant par voilà. les petites filles là dans des corps de grandes là. Non, mais en fait, on va aller et tu vas voir dans la salle, il y aura des enfants et puis tu vas voir la majorité, Mais, ce seront des mais trentenaires. On sera là, mais hello! clairement, mais c'est sûr et certain. Non, mais c'est sûr et certain. Attends. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Enfin voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à Sandrine d'avoir participé. Je vous fais plein de gros bisous et au prochain épisode.